Bonjour, bienvenue à cette nouvelle table ronde organisée par l'association professionnelle immobilière Fidji avec la collaboration des sociétés Icawood, Everteam, Jouve et Akirbos. J'espère que j'ai bien prononcé. Cette table ronde va nous permettre de répondre à la question suivante: comment valoriser la gestion documentaire des actifs immobiliers? Et j'ai le plaisir, pour traiter ce sujet, d'accueillir sur ce plateau Florian Ferry. Florian Ferry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur financier chez Icawood. Exactement. J'accueille également Noureddine Lamriri. Vous êtes le vice-président, j'allais essayer l'anglais, mais je suis obligé, Product Marketing chez Everteam. Tout à fait. Et enfin, Julien Miro, vous êtes exécutif CIO et CTO chez Jouve. Alors là, je veux bien un petit brin d'explication. C'est quoi CIO et CTO? Oui, simplement, bonjour. Simplement, c'est Chief Information Officer, donc ce qu'on appellerait DSI aujourd'hui. Et puis, j'ai en charge aussi les développements dans la société Jouve, donc toute la partie développement d'interface et puis de coding qui permet à nos clients en fait, d'avoir des solutions à façon. Et donc, c'est la partie technologique de mon métier qui correspond au CTO, Chief Technology Officer. Ok, bon ben voilà, maintenant tout le monde sait à quoi correspondent ces acronymes. Alors, je vais commencer avec vous, Florian, si vous voulez bien. Je vais poser une première question qui est, est-ce que vous pourriez nous redonner le cadre de votre projet, nous expliquer quel est le métier d'Icawood, de ses besoins, et qu'est-ce qu'il y a, comment est-ce que vous avez mis en place, envisagé cette création de base documentaire? D'ailleurs, vous lui donnez un nom très particulier, je crois. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire chez nous. Alors peut-être pour commencer, donc je travaille pour le fonds Icawood, qui est un fonds de développement immobilier dont la vocation est de créer des immeubles de bureaux bas carbone dans Paris et le Grand Paris. Pour ce faire, messieurs Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic ont rassemblé une douzaine d'investisseurs de premier rang, à commencer par Ivan Cambridge, qui est notre investisseur de référence, et plusieurs banques assureurs, des family office. On s'est doté d'un fonds qui a levé 750 millions d'euros de fonds propres. Ces 750 millions d'euros plus la dette vont nous permettre de développer des projets de restructuration, de création ex nihilo, d'immeubles de dominante bureaux, donc en bois. Pourquoi en bois? Parce que l'objectif du fonds est de réaliser des immeubles bas carbone, dont l'émission de carbone sur tout le cycle de création et d'usage du bâtiment soit le plus bas possible. Donc vous êtes bien en ligne avec la nouvelle SNBC et tout ce qui concerne la gestion du cycle de vie des composants Voilà, alors nous on a essayé d'anticiper sur tout ce qui est effectivement consommation énergétique et dégagement de CO2 dès le début, puisque le fonds Icawood est quelque part, on va dire, un cousin d'une première entreprise qu'avaient créé messieurs Poitrinal et Zivkovic, à savoir Woodeum, qui est aujourd'hui un promoteur bois. Et une partie des équipes, du coup, nous a rejoints sur le fonds Icawood afin donc de créer ces immeubles bas carbone. Pour ce faire, donc l'objectif du fonds Icawood et pourquoi donc cette question du sanctuaire, c'est que le fonds Icawood est un fonds de développement d'actifs immobiliers dont la vocation n'est pas de les porter ad vitam aeternam, mais de pouvoir les céder, de les revendre. Et pour les revendre, on va les revendre à des intervenants, à des acteurs dont on ne peut pas présager à date. Ça peut être aussi bien des banquiers, des assureurs, des foncières, des acteurs de l'immobilier. Et donc on a besoin pour céder ces actifs de leur donner un certain nombre d'informations. Dans l'immobilier, c'est un secteur d'activité où on fait intervenir beaucoup de corps de métier, de la phase, on va dire, amont de développement, de dépôt des permis, d'obtention des droits administratifs, comme la phase de réalisation avec l'ensemble de la chaîne des intervenants de l'acte de construire, sans oublier nos conseils fiscaux, juridiques, financiers. Donc toute cette masse documentaire, pour donner un ordre d'idée, on peut considérer qu'un projet à terme va représenter entre 8 à 10 000 documents différents, qui doivent tous être sanctuarisés justement, c'est-à-dire que ce sont des documents qui sont contractuels, qui engagent une certaine responsabilité, qui nous engagent à faire ou à ne pas faire certaines choses, et qui permettent de décrire et de mieux circonscrire chacun de nos actifs immobiliers. Donc quand un potentiel acquéreur va vouloir étudier notre dossier, il va vouloir avoir accès à tous ces documents que l'on place habituellement dans ce qu'on appelle une data room, donc la chambre des documents. Nous, l'objectif, en se dotant de la solution développée par Everteam et hébergée chez Jouve, c'était de créer un logiciel dans lequel on pouvait sanctuariser, c'est-à-dire un lieu clos et sain, dans lequel on pouvait stocker de manière sécurisée l'ensemble de cette fameuse documentation, que ce soit évidemment des titres de propriété, les autorisations administratives, les contrats avec les entreprises participant à l'acte de construire. Tous ces documents devaient pouvoir être conservés de manière fiable,
sécurisé, c'est-à-dire que pas n'importe qui peut y avoir accès, qu'il soit évidemment dans une préservation pérenne et surtout exhaustive. Mais on se rend bien compte qu'avec 8 à 10 000 documents, voire plus suivant la taille des projets, la complexité des projets, il faut aussi pouvoir retrouver ces petits. Donc se poser la question, pas seulement informatique, j'allais dire technologique, de savoir où je les stocke, mais de savoir comment je les stocke et comment je les organise. Et c'est à ce moment-là où on a été intéressé par le travail de l'association Fidji. Alors c'est une question que j'allais vous poser. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le plan de classement standard de Fidji? Parce que justement, c'est très compliqué. Dans une vie précédente, on avait essayé d'harmoniser, on va dire, pour chacun des projets immobiliers au sein de cette société, toute notre masse documentaire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, chacun le classe différemment. L'inconvénient, c'est que d'un projet à un autre, pour retrouver le même document ou le même type de document, c'est dans la case A, l'autre c'est la case Z, etc. Donc ça devenait très compliqué. Par ailleurs, pour pouvoir restituer ces documents, puisque nous on les porte pour préserver notre actif, mais il faut surtout que vous, si vous êtes intéressé, ou une foncière, ou un banquier, ils puissent retrouver facilement. Et on s'est dit que comme on ne pouvait pas présager de la typologie des acteurs, on allait prendre ce standard qui a déjà été travaillé par des foncières, des promoteurs, des acteurs de manière générale de l'immobilier, et que si ce plan de classement correspondait aux besoins de ces différents acteurs, il n'y avait pas de raison pour que nous, ça ne nous corresponde pas. Et ça nous semblait du coup être un accélérateur dans la mise en place de ce projet de sanctuaire documentaire. Alors, dans la mise en place de votre sanctuaire documentaire, vous avez utilisé justement l'outil d'Everteam, vous les avez cités. Alors, je vais poser une question maintenant à Noureddine Lamriri, mais qui est peut-être un peu plus générale. Pourquoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une très forte digitalisation dans l'industrie immobilière, selon vous? Déjà et avant tout, parce qu'aujourd'hui, il y a une transformation digitale qui s'opère sur le marché de manière globale, et le secteur de l'immobilier n'en fait pas exception. On pourrait prendre l'étude qui a été produite par IDC, qui est un cabinet nord-américain, il y a déjà quelques années, qui annonce qu'entre 2021 et 2025, le volume d'information digitale mondiale va doubler. Donc on est déjà dans un écosystème, dans une évolution du marché, où l'ensemble des acteurs digitalisent leur processus, leur mode de fonctionnement pour aller vers le numérique. Et puis après, on a vu le Covid, évidemment, il y a après les catalyseurs. Le Covid a été un catalyseur absolument fondamental, hein, très très important. Il y a certains acteurs qui ont vu leur chiffre d'affaires effondrer durant cette période de Covid, et d'autres qui ont eu leur action qui est montée en flèche. Hein. Vous prenez aujourd'hui l'action Microsoft, par exemple, elle n'a jamais été aussi haute. Il y a eu un succès formidable des outils comme Teams, d'entreprises qui ont essayé en urgence de déployer des outils de communication pour pouvoir compenser finalement leur retard sur la partie passage au digital. Donc il y a effectivement cet écosystème. Le catalyseur du Covid, il y a aussi finalement toute une réglementation qui s'échafaude sur le marché de l'immobilier, mais aussi à côté, et qui impose des changements de paradigme auprès des acteurs et des entreprises, particulièrement dans le secteur de l'immobilier. On quitte le papier. On quitte le papier, mais surtout, on est face à des questionnements différents. Par le passé, on était dans une logique de « je garde au cas où ». Oui. Ça a toujours été un peu le principe de base. J'ai un disque réseau partagé, je stocke et je garde au cas où. On est passé au principe de « je garde ce que je dois garder, le temps que je dois le garder ». Entre le droit à l'information et le droit à l'oubli, ce qui impose finalement un nouveau mode de fonctionnement, qui est un mode de fonctionnement où les entreprises doivent comprendre ce qu'elles ont. Et c'est là que ça devient beaucoup plus complexe, parce qu'il y a un passif, et parce que derrière, il y a des nouveaux flux qui arrivent, divers et variés, on a parlé de l'accroissement des volumes, qui imposent de repenser un petit peu la manière dont on gère son information. Voilà. Donc aujourd'hui, la digitalisation sur le secteur de l'immobilier, elle s'impose tout naturellement pour l'ensemble des acteurs, et elle conduit, on pourra l'évoquer peut-être un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été évoquées par Florian, elle conduit à passer d'une logique de silos d'information totalement cloisonnés et indépendants, où finalement l'entreprise au niveau du top management n'a aucune perception de ce qu'elle possède, à une logique de capital informationnel, où au niveau de l'entreprise, il y a cette nécessité pour gérer le risque, pour assurer une meilleure efficience aussi opérationnelle, de bien maîtriser ce que l'on a, et de définir des politiques de gouvernance globale qui aujourd'hui se traduisent par une évolution des réglementations et des normes. En 2021, il va y avoir de nouvelles normes qui vont sortir sur le sujet, qui vont innerver
tous les marchés dans le secteur de l'immobilier. Donc ce que vous observez, c'est aussi la création de pratiques collaboratives et durables qui font que tout le numérique est utilisé dans ce sens-là et non pas dans une vieille idée du siècle dernier de capter le maximum d'informations, de le mettre sur des serveurs quelque part et on verra si on l'exploite ou pas. En fait, il y a une dualité qui est difficile à résoudre et qu'on constate sur d'autres marchés qui ont une très forte pression, par exemple le secteur de l'aéronautique, entre la nécessité de partager l'information pour des raisons d'efficience et de ROI, et de l'autre, de sécuriser un avantage concurrentiel en protégeant l'information qu'on possède. Et en fait, cette dualité-là, cette confrontation, elle s'opère en ce moment, et les acteurs de l'immobilier vont y être également confrontés, entre l'intérêt de finalement mutualiser l'information dans une volonté de synergie et d'efficacité, et la nécessité de se différencier des autres acteurs pour garder son avantage compétitif. Donc ce mécanisme-là, le secteur de l'immobilier, je pense, ne l'a pas encore totalement résolu, mais on constate avec des initiatives comme le standard Fidji qu'il y a quand même cette volonté d'acteurs qui sont parfois concurrents, qui sont parfois des acteurs qui participent à une chaîne de valeur, de travailler ensemble. On le constate avec le standard Fidji qui a réussi à émerger, le format d'échange Fidji également, et Everteam. Nous, on a jugé pertinent spécifiquement ce secteur de l'immobilier de vraiment nous concentrer sur ce standard, de l'implémenter par conception dans notre produit pour apporter de la valeur et pour également, par cette démarche, augmenter notre pénétration en tant qu'éditeur de logiciels. Là vous avez répondu à ma question suivante, donc ça tombe bien, c'était pourquoi, en quoi l'outil Fidji est un accélérateur de mise en œuvre, mais ceci dit, on va rebondir et on va y revenir après. On va peut-être donner la parole, on va le faire d'ailleurs à Julien maintenant, Julien Miraud, parce que justement, vous êtes comment est-ce que vous avez travaillé avec Everteam pour le sanctuaire d'ICAOOD en tant qu'intégrateur? Alors Jouve développe une expertise sur la gestion du document en fait, depuis très longtemps, principalement en le numérisant et en le corrigeant. Et donc, tout naturellement, en fait, une fois qu'on a numérisé ces documents, en fait, il faut les intégrer dans le système d'information de son client. Et donc, Everteam, en fait, est la solution en fait, avec laquelle on travaille le plus souvent, dans un partenariat de longue date, pour justement recevoir ces informations qu'on a l'habitude de numériser. Pour ICAOOD, le vrai sujet, c'est effectivement, vous avez parlé tout à l'heure, Noureddine a parlé tout à l'heure du capital informationnel, mais effectivement, un capital, ça se valorise. Et donc, tout l'intérêt en fait, d'un intégrateur pour une société comme ICAOOD, avec un très fort enjeu à la fois de sécurité, mais aussi de partage de la bonne information et du partage maîtrisé. Je donne l'information seulement à la bonne personne et seulement le document à la bonne personne. Et donc, ce qu'apporte Jouve dans cette solution pour ICAOOD, c'est un vrai savoir-faire en fait, dans l'intégration, l'implémentation d'Everteam. D'autant plus qu'Everteam met en place un standard pour l'immobilier grâce à Fidji. Et donc là, notre rôle, c'est d'avoir la souplesse, la bonne connaissance de l'outil pour mettre en œuvre ce standard. Je dirais l'adapter à la marge, en fait, aux besoins d'ICAOOD pour 2-3 niveaux en fait, d'arborescence, par exemple. Et puis, le sécuriser. Le sécuriser dans ses accès, le sécuriser dans son stockage, et faire en sorte que le sanctuaire en fait, qui est nommé porte bien son nom et soit effectivement un sanctuaire pour ICAOOD. Alors j'ai une autre question pour vous parce que je sais, et d'ailleurs je la poserai aussi à Noureddine et vous pouvez interagir quand vous voulez, mais comment font les autres grandes industries qui ne sont pas donc l'industrie immobilière dans ce type de démarche GED? Est-ce que vous avez déjà observé des best practices ou est-ce qu'elles sont très en avance? Est-ce que, comme le dit Noureddine, l'immobilier commence à s'y mettre de manière sérieuse et contrainte parce que... Je pense que ça dépend du secteur d'activité. Je dirais que tous les secteurs d'activité qui travaillent en écosystème, et quel autre secteur d'activité qui, consolide un maximum d'acteurs qu'un projet immobilier. Donc pour vous, l'immobilier, il y a beaucoup d'acteurs différents. Oui, énormément. Pour le coup, je laisserai en fait les professionnels parler de ça mieux que moi, mais effectivement, énormément d'acteurs, énormément d'informations. C'est aussi un secteur d'activité qui est réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment. Et donc, quand on a beaucoup d'acteurs à fédérer, beaucoup d'informations à partager, mais en même temps, il faut les sécuriser, l'intérêt d'avoir un outil de gestion documentaire est clé.
il est essentiel. En fait, il est presque, comment dire, obligatoire et fait partie du socle en fait, de l'activité désormais. C'est évidemment pas le seul secteur d'activité. Je pense notamment à la santé, à la banque, où là aussi la santé, énormément d'informations en fait, à traiter pour le remboursement des mutuelles, par exemple, ou pour l'admission d'un patient en hôpital. Je parlerai de la banque, un dossier de crédit immobilier, énormément de documents. Crédit immobilier. Exactement. encore des documents, et là aussi, en fait, c'est intéressant de savoir, en fait, d'avoir dans un endroit tous les documents dont on a besoin pour vous accorder un crédit. Donc aujourd'hui, on ne veut pas perdre de temps à retrouver les bonnes informations quand il s'agit de prendre des décisions. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, ces documents-là soient bien classés, bien tagués, comme on dit, pour pouvoir ensuite les analyser. Quels sont les documents les plus importants? Quels sont les axes d'analyse en fait, qui apportent de la valeur à nos clients? On voit vraiment s'opérer, et pour le coup, Jouve s'inscrit véritablement dans ce mouvement, un glissement du document à la data. Et à travers ce mouvement-là, en fait, on valorise l'information. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans le document qui apporte une information, on est dans la data qui valorise l'information. Et ça, c'est vraiment clé. Et du coup, aujourd'hui, la GED d'hier, c'était du stockage essentiellement. On classait. Aujourd'hui, la GED, c'est des workflows qui permettent d'enrichir par l'interaction, l'action successive en fait, de différents services, d'enrichir une première information, la sécuriser, la corriger, la partager, et arriver jusqu'à un moment donné à avoir une information qui soit beaucoup plus valorisée à la fin de son cycle qu'en entrée de son cycle. Alors c'est intéressant vos interventions parce que là, notamment celle de Noureddine et la vôtre Julien, parce qu'on voit bien quelles sont les valeurs et les finalités que vous poursuivez ensemble. Alors je voudrais rebondir parce que chez Everteam, j'imagine que vous êtes, c'est une réflexion de longue date. Vous avez adopté Fidji il y a déjà un petit moment. Est-ce que en termes d'innovation, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de choses comme ça, de blockchain. Enfin, est-ce qu'on pourrait aborder ce point-là avec vous, Noureddine, et dites-nous, chez Everteam, qui est quand même un acteur, un gros acteur de la dématérialisation documentaire, où vous en êtes? Alors, Everteam, notre métier, très simplement, c'est de fabriquer du logiciel. Donc, notre métier de base, c'est de fabriquer du logiciel, et donc de réfléchir aux innovations qu'on peut apporter sur le marché, mais des innovations qui se concrétisent par des implémentations concrètes en production, utilisable par nos clients. On n'est pas dans une logique purement théorique, ou open source, ou je ne sais pas, enfin on est vraiment dans une logique commerciale en fait, hein, pour le dire très simplement. Donc on a toujours cette boucle où la technologie doit être au service de l'usage, doit générer du chiffre d'affaires, et en fait cette boucle s'amorce et permet un développement vertueux d'une société comme la nôtre, avec ses avantages et ses inconvénients. Hein. Un des éléments clés, peut-être juste avant de revenir sur la partie innovation que je vais aborder, c'est la nécessité, ça a été abordé par Julien, c'est la nécessité des partenariats et de réussir. Quand on veut rentrer dans le secteur de l'immobilier, en tant qu'éditeur de logiciels, quand on fabrique du logiciel, en réalité, on n'est pas des spécialistes de l'immobilier. On est incapable de comprendre le marché de l'immobilier comme les gens qui travaillent dans le secteur de l'immobilier. Il faut avoir la modestie de le dire. L'expert du métier, c'est Florian. Florian, c'est l'expert. On pourrait faire 10 réunions comme ça, il m'apprendrait toujours plein de choses et je ferais certainement plein de bêtises dans ma façon de reformuler son propos. C'est pour ça qu'on a décidé très tôt de s'entourer de partenaires clés. Hein. Jouve, donc Julien a bien décrit son positionnement et tout l'apport que ça apporte en termes de sécurité et d'efficacité en termes d'intégration, mais également d'un cabinet qui s'appelle Archibos, qui est un cabinet de conseil qui a une très forte valeur ajoutée, parce qu'ils sont à la fois spécialistes du secteur de l'immobilier et une très forte connaissance également des technologies et des outils de GED. Et donc, ça a vraiment joué le rôle de courroie de distribution dans un dispositif. Florent peut-être me contredira. Mais on va lui poser la question après, comment il a vécu. Chez Ikawood, on était dans un contexte où il fallait une mise en œuvre extrêmement rapide, avec une sollicitation très faible des sachants. Donc quand on sollicite très faiblement les sachants, il faut soit en trouver d'autres, donc Ikawood a parfaitement joué, enfin Archibos a parfaitement joué ce rôle-là, et en même temps on s'est appuyé sur Fidji, qui quelque part évite les débats. C'est-à-dire on dit voilà, vous avez déjà la référence devant vous. Cette référence-là a été analysée par quelqu'un qui comprend votre métier. Donc voilà, le plat est prêt, goûtez-le. Si ça vous va,
voilà, vous aurez ça au menu. Si ça ne vous va pas, on fait les quelques ajustements. Mais on n'est pas en train de choisir les légumes, préparer tout le plat avec des réunions de spécification à rallonge, avec des phases très très longues. Donc Archibos a fait la phase amont, l'analyse et de préparation, la phase de recette, l'accompagnement, la formation. Donc un rôle de fil rouge qui a été très important dans ce projet, qui nous a tous beaucoup aidés. Alors, avant d'aborder les innovations, je vous redonne la parole. On va peut-être demander à Florian, comment vous l'avez vécu, vous, cette mise en œuvre avec plusieurs partenaires. Alors chacun avait un rôle bien défini et on a compris, ça, avec les précisions de Noureddine, c'est qu'en fait vous aviez peu de temps disponible parce que le fonds est relativement jeune et que vous aviez certainement des choses beaucoup plus importantes pour le développement du fonds à faire, donc peu de disponibilité pour ce projet de GED, et en même temps vous avez fait l'économie par les choix que vous avez faits de toutes les tâches non productives que vous auriez pu être amené à devoir assumer si vous aviez tout fait depuis zéro, en fait, c'est ça? Exactement. Donc, je pense que ça avait été très bien présenté là, par Noureddine. On avait une contrainte de temps. On n'est pas doté dans les équipes d'experts de mise en place de solutions informatiques. Et donc, assez rapidement, enfin dès le début, on a pensé à Archibos pour nous accompagner comme une espèce de AMOA, assistance à maîtrise d'ouvrage, et qui jouait parfaitement ce rôle, on va dire, d'intermédiaire entre nous, clients, ayant des besoins fonctionnels à assouvir, et Archibos faisait le lien avec l'éditeur logiciel Everteam et les équipes de développement pour adapter la solution informatique et les équipes de Jouve. Pour nous, c'était vraiment très facile et très fluide grâce à l'assistance d'Archibos. On a évité ce qui est toujours le plus long. En fait, il y a deux phases très longues dans les projets informatiques, c'est la phase amont et la phase aval. C'est-à-dire amont, je définis mon cahier de spécifications fonctionnelles, etc. Et la phase finale de recettes et de tests qui est toujours extrêmement pénible. Et là, on est allé vite parce qu'on avait un besoin qui était relativement clair et objectivement pas très compliqué. Archibos qui comprenait à la fois notre métier immobilier et les contraintes informatiques. Fidji, parce qu'on perd toujours un temps fou pour se mettre d'accord sur la classification des documents. Et Archibos avait pris le relais aussi pour faire une grande partie des tests et recettes, même si évidemment j'ai été obligé moi aussi de mettre la main à la pâte parce que in fine c'est quand même moi qui dois signer le PV de réception. Mais je dois avouer que j'ai repris l'historique. En gros, on a commencé à travailler février, fin de recette en mois de mai. Donc c'est quelque chose qui est allé très vite. Ah oui. Et encore, je pense que ça c'est en elapsed time, mais on aurait pu en réalité le faire même potentiellement plus rapidement. En acceptant de prendre des raccourcis évidemment. En acceptant de se dire, on va peut-être demander des petites modifs par la suite, des petites adaptations, mais c'est vrai que le produit en tant que tel, c'est-à-dire la solution qui nous permet de stocker tous nos documents de manière ordonnée, sécurisée et facilement, ça s'est fait en 3-4 mois. Donc là-dessus, c'était effectivement un très grand confort pour nous d'avoir toute cette chaîne d'intervenants et on va dire cette fluidité dans la communication avec chacune des parties prenantes. Bon, alors on revient vers Noureddine parce qu'on le lui a promis tout à l'heure, je vous l'ai promis. Donc les innovations. Et alors, puis après, on regardera aussi sur la phase maintenant de run, de production, comment ça se passe avec Jouve, avec peut-être l'hébergement, enfin la disponibilité des documents, comment est-ce qu'il y a des temps de latence pour se connecter, enfin, etc. Est-ce que vous avez des gros documents? Parce que dans l'immobilier, parfois, on a des plans qui pèsent, quand on dit un poids informatique est certain, et donc pour l'ouvrir, c'est pas forcément évident. On abordera ces questions-là, si vous voulez bien, juste après. Noureddine, les innovations. Sur les innovations, dans le secteur de l'immobilier, il y a beaucoup d'innovations. Ça part un peu dans toutes les directions. Certaines qui, par capillarité, sont assez proches du domaine d'Everteam, d'autres qui en sont assez éloignées. On entend parler d'impression 3D, de visite virtuelle, il y a beaucoup de choses autour de ce type d'innovation-là. Le BIM, qui sont aussi des points très importants, mais qui sont finalement des domaines assez éloignés des domaines d'Everteam sur lesquels on a assez peu de perception. Dans notre domaine d'activité en tant que fabricant de logiciels de GED et d'archivage, les innovations sur lesquelles on se concentre, c'est tout ce qui est en rapport avec deux domaines. D'une part, tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle, et de l'autre, tout ce qui est relatif à l'analyse de la data, l'analyse de la donnée, le big data en quelque sorte, et la combinaison des deux ouvre un certain nombre de pistes qui sont très intéressantes dans le secteur de l'immobilier et qui restent totalement à explorer. C'est-à-dire que moi je fais une très grande différence entre un article et un projet mis en production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA ou... c'est quoi un article? Pardon. Un article de presse. Ah pardon, d'accord. Okay. L'annonce que ça y est, le secteur de l'immobilier. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les faits, l'utilisation massive du big data et de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'immobilier est tout à fait anecdotique. Elle n'est pas dans la réalité opérationnelle des acteurs. On se rend
compte même parfois qu'il y a un certain retard sur le domaine même de la dématérialisation et de la digitalisation des processus. Mais c'est un axe qui est hyper important, peut-être qu'il pourra se concrétiser sur des réponses très ciblées, par exemple pour affiner l'estimation des biens, pour pouvoir faire du suivi de chantier. Dès lors qu'il y a de la data, dès lors qu'il y a de l'information, même de l'information non structurée, des documents qu'on accumule et qui relèvent d'une certaine activité, il y a des outils que propose Everteam, mais également d'autres acteurs, qui peuvent analyser cette information, qui peuvent permettre de manière prédictive de dégager finalement des indicateurs qui ont un sens d'un point de vue business. Ça, c'est vraiment un élément, selon nous, qui est un élément clé sur le secteur de l'immobilier pour les années à venir. D'autant plus que quelque chose qui ne paraît pas être une innovation, mais qui est une innovation majeure, c'est que le principal frein, bon, dans le secteur de l'immobilier, on l'a constaté, mais pas que, c'est finalement l'effort qui est demandé aux acteurs métiers pour que la digitalisation puisse se faire. Prenons un exemple très concret, saisir les métadonnées qui sont relatives à un document. Vous déposez un document, il faut quand même le décrire. Et en fait, ce qui paraît quelque chose d'assez anecdotique est un challenge technologique très difficile à résoudre. Parce que vous avez des documents qui peuvent provenir de n'importe quel acteur, et donc savoir que c'est un contrat, que c'est une facture, que c'est un avenant, que c'est un document de bail, que c'est une information qui est clé, mais qui aujourd'hui est assez difficile à déduire. Donc Julien l'a évoqué, hein, ça fait partie des métiers de Jouve et on collabore avec eux sur un certain nombre de projets dans d'autres secteurs, notamment de la santé, sur ces domaines-là. Et dans le secteur de l'immobilier, je pense qu'il y a tout à faire. Il y a tout à faire et il y aurait beaucoup d'axes de valeur ajoutée qu'on pourrait explorer. Alors récemment, on a eu un groupe de travail avec la Fédération des promoteurs immobiliers, justement pour définir ce flux d'informations entre le promoteur et l'investisseur, c'est-à-dire entre deux continents qui sont grosso modo le continent de la conception-construction, qui a une durée de vie de 2 à 5 ans maximum, hein, et le continent de l'exploitation, de l'usage de l'immobilier, qui lui a une durée de 50 à 150 ans suivant la nature de l'actif. Je prends 50 et 150 ans parce qu'en fait, c'est les durées qui sont utilisées, les durées d'amortissement dans les plans de financement chez les différents assets et investisseurs institutionnels. Et donc, maintenant, si vous voulez, j'aimerais bien que vous puissiez aborder justement cette période de run, c'est-à-dire cette période d'exploitation. On a bien compris que vous avez mis en place ces JED très rapidement. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que les outils sont là et que c'est possible d'être opérationnel de manière efficace et rapide. Et intelligente. Mais alors, comment ça se passe maintenant? Parce que ça fait déjà un petit moment, ça fait combien de temps qu'elle tourne, que vous l'hébergez chez Jouve, ce sanctuaire? Ça fait pas très longtemps. En vérité, on peut dire que c'est encore une solution qui est assez jeune. On parle de quoi? D'une année? Oui, on se parle de plusieurs mois. Et donc, je pense que l'important, en fait, c'est... Il y a plusieurs critères, en fait, d'évaluation. Je dirais d'abord, il y a la performance. Il faut qu'effectivement, quand l'accès à l'information soit facile et soit qu'on n'attende pas des secondes avant d'ouvrir les documents. Oui. On a l'habitude maintenant avec nos smartphones que ça soit là tout de suite. Mais les standards changent d'attente. Vous l'avez dit, en fait, en termes d'ergonomie, aussi en termes juste de mise en œuvre. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, nos clients n'attendent pas, en fait, ne souhaitent pas avoir que le projet informatique soit un investissement en temps, en fait, considérable dans leur année. Alors, ça, pour le coup, c'est bon. C'est validé. Et donc, oui, mais vous voyez, 2 mois, enfin, c'est quand même quelque chose de très court. En fait, aujourd'hui, ça n'a pas perturbé, sous votre contrôle, Florian, l'activité d'IKEA Wood. En fait, rapidement, on arrive à la valeur. Et de plus en plus. Une fois que c'est mis en place, effectivement, il ne faut pas que la réduction du temps de mise en œuvre vienne gréver, en fait, se fasse au détriment, en fait, de l'usage ensuite qui va arriver. Et pour ce faire, en fait, on est très attentif d'une part aux recommandations de l'éditeur pour mettre en œuvre une infrastructure qui soit correspondante aux clients au regard du nombre de documents, du volume à traiter, du type de documents, et puis ensuite du nombre d'accès. Est-ce qu'on va être dans plusieurs pays? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'accès concurrents? Et donc à partir de ces différents éléments, on va mettre en œuvre une architecture qui va ensuite se décliner dans une infrastructure dans laquelle on va installer en fait la solution. Et puis après, on va la monitorer tout simplement. On va s'assurer en fait que les performances sont bonnes et
Et j'espère en fait le détecter avant que nos clients nous le rappellent, puisque c'est quand même ça au départ le rôle aujourd'hui en fait de Jouve sur cette solution, c'est d'apporter de la stabilité, de ce qu'on appelle la scalabilité, la capacité à grossir, évidemment avec le concours de notre partenaire, et puis le sécuriser. Jouve en fait a ses propres data centers en France, donc on propose en fait un hébergement, comme on dit, souverain désormais, et qui permet en fait d'assurer aussi, d'un point de vue, je dirais, presque légal, accès à l'information, rassure nos clients par rapport à d'autres grands acteurs en fait, de l'hébergement. Oui, où on ne sait pas où sont nos documents, s'ils sont aux États-Unis, sous la glace du Groenland ou en Australie, quoi. En tout cas, on sait qu'ils sont soumis à des réglementations parfois américaines, oui, qui peuvent donner l'accès à l'information en cas de problème. C'est important aussi pour Florian. Ouais, alors ça, je dois le noter, c'est que quand on a travaillé au début, on a été surtout avec Everteam pour développer, on va dire, la partie logicielle. Et quand on a cherché un hébergeur, pour nous, c'était un critère très très important. C'était très important qu'il ne soit pas américain, en fait, pour dire clairement, parce que c'est ce que, on va arrêter, c'est ce que se disent les gens, c'est en gros, c'est soit je prends US, soit je prends France ou Europe. Et nous, on ne voulait absolument pas que ça soit... Ou Chine, parce que maintenant, il y a des acteurs chinois mais qui arrivent en Europe. Les acteurs majoritaires, aujourd'hui, c'est plutôt AWS, etc., tous les acteurs bien connus. Et nous, on voulait absolument que la solution soit hébergée en France, régie sous le droit informatique français et européen. C'était vraiment quelque chose qui était important pour nous. Alors, je reviens vers vous, Julien, parce que j'aimerais bien, en préparation de ce webinaire, vous m'avez parlé de discipline de codage Security by Design. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que cache cette dénomination. La sécurité, ou la confiance, le trust, comme on dit aujourd'hui, en fait, ça fait vraiment partie de l'ADN de Jouve. Parce qu'on travaille avec des clients dans la santé, dans la banque, l'immobilier également à un niveau différent, en fait, a des besoins en fait, de confidentialité, d'accès maîtrisé à l'information qui sont très importants. Jouve a aussi une activité qui propose à ses clients en fait, des chaînes de dématérialisation de process, de documents, et puis aussi du développement à façon. Et on est très attentif à ce que tous nos développements intègrent dès la réflexion, dès l'architecture logicielle, la notion de sécurité. Ça se traduit comment? Ça se traduit par du chiffrement. C'est-à-dire que toute l'information va être chiffrée et ne sera accessible qu'à travers on va dire, voilà, un principe de clé en fait, qui sera adossé à l'utilisateur qui va accéder à l'information. On va ranger les informations de manière à ce qu'une clé n'ouvre pas toutes les portes. Et puis, on va s'assurer aussi que, malgré tout, si je veux partager cette information-là, l'utilisateur peut donner aussi un pass temporaire pour pouvoir accéder à cette information-là. Et ça, on va le décliner à tous les niveaux de nos développements, à tous les niveaux de notre chaîne. Et c'est très important pour nos clients parce que pour certains d'entre eux, ils évoluent dans des secteurs très réglementés, la banque, la santé. Et aujourd'hui, ces acteurs-là, en fait, ils sont responsables de la sécurité de leur information. Et cette responsabilité intègre leurs partenaires dont nous faisons partie. Donc ils vous la délèguent ? Oui, ils sont responsables en fait du service, de la sécurité qu'on leur apporte. D'accord. Et donc du coup, on est soumis aux mêmes règles d'audit que le secteur bancaire, que le secteur de la santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une attention très forte à l'obtention et à la reconduction des certifications hébergeurs de données de santé, l'ISO 27001 qui encadre de manière très rigoureuse l'accès à l'information, l'hébergement, la sécurité des accès, la sécurité de la donnée, de façon à pouvoir rassurer en fait, nos clients et puis leur dire, bah oui, quand on travaille ensemble, Jouve se met au même niveau que votre secteur, que vos exigences, pour pouvoir avoir une intégration, je dirais, sereine pour nos clients. Donc vous avez plusieurs axes de réponse aux besoins de sécurité de vos clients. C'est à la fois d'avoir des serveurs qui sont en France ou en Europe, tout à fait, et pas ailleurs, et aussi par le fait que vous sécurisez l'accès et donc le transport des informations que vous stockez pour vos clients, c'est ça ? Exactement. On les sécurise à la fois dans les serveurs, on les sécurise dans l'architecture logicielle, et puis après on les sécurise dans leur transport, dans l'accès, en fait, via l'accès. Alors, justement, comment ça se passe avec un éditeur? Parce que vous, le code de l'éditeur, il n'est pas chez vous, il est chez Noureddine, il est chez Everteam. Donc comment est-ce que ça se passe, cette sécurisation? Est-ce que
Est-ce que vous soumettez le code des éditeurs à un audit? Non. En fait, dans son rôle d'intégrateur, Joove utilise la solution. En fait, ce qui nous caractérise, on va dire, c'est une expertise dans la compréhension de l'outil et dans notre capacité à la mettre en œuvre, presque un peu au-delà d'elle-même parfois. Et donc, on a cette capacité à développer au-delà en fait, de ce que propose Everteam, mais dans ce qu'on appelle le framework, dans le cadre en fait, de développement que propose Everteam. Et donc, aujourd'hui, on s'entend bien aussi parce que cette attention très forte qu'on a en fait, autour de la sécurité, autour de la confidentialité, autour de la donnée personnelle, c'est des valeurs en fait, que nous partageons complètement. Ça fait passer au cœur du métier d'Everteam comme c'est au cœur du métier de Joove. Et je pense que notre partenariat de longue date, en fait, il se nourrit aussi de ces valeurs communes. C'est tout à fait ce que j'allais dire. Effectivement, c'est cette convergence en fait, des stratégies, l'approche franco-française, la démarche orientée sur une connaissance forte du contexte réglementaire et législatif de nos marchés, la volonté d'être très orienté autour de la sécurité, by design, par conception dans le code logiciel standard ou côté développement spécifique. Tout ça, ça nous permet sereinement d'aller sur des marchés qui sont des marchés complexes. Complexes dans le sens où le niveau d'exigence est élevé et il suffit qu'un seul des acteurs, quelque part, ne soit pas fiable dans le dispositif et c'est tout l'appel d'offres qui s'effondre. C'est-à-dire que, et dans ce dispositif-là, l'intérêt pour nous de travailler avec Joove, c'est de rester dans le produit standard. C'est-à-dire notre intérêt, c'est de réussir à être sur des projets complexes en restant exclusivement dans notre rôle d'éditeur. Et donc, c'est assez difficile de trouver un acteur avec lequel on arrive à s'adosser et qui nous permette finalement de prolonger les caractéristiques élaborées du produit sur des territoires où il faut quand même une forte expertise. Julien l'a longuement évoqué, nous on s'entend très très bien avec les équipes de Joove, que ce soit sur la partie intégration ou sur la partie hébergement. Il y a une forte synergie, transfert de compétences régulier, et c'est ça aussi qui permet d'aller vite et d'être efficace, même si les enjeux parfois font qu'on a des plannings très serrés ou que le niveau d'exigence attendu est élevé. Sur cette question de sécurité, si je peux me permettre, moi je serais preneur que l'association Fidji travaille aussi beaucoup avec les assureurs. Pourquoi? Parce que sur la question de la sécurité informatique, il y a la question d'un risque, d'une responsabilité et donc une question assurantielle. Et là, on le vit actuellement là, sur nos projets. Donc, quand on construit un immeuble, on souscrit à toute une série d'assurances rendues obligatoires par le compte de la construction, etc. Et on demande ce qu'on appelle une garantie cyber. Pourquoi? Quelqu'un, alors je ne sais plus si c'est Julien, c'est Noureddine qui avait fait référence au BIM, Building Information Modeling. Donc, c'est en gros une technologie qui permet de partager toute la conception dans le moindre détail par tous les participants, c'est-à-dire l'architecte, le plombier, l'électricien, le maçon, etc. D'accord? Ça, maintenant, tous les gros projets immobiliers, et même les petits maintenant, passent par ce fameux BIM. Ça veut dire que moi, quand je suis maître de l'ouvrage, le retard peut incomber non pas seulement à l'intempérie, au plombier qui se casse une jambe, etc., mais tout simplement par un problème logiciel d'accès à l'information. Comme on a tout centralisé, c'est extrêmement efficace quand ça fonctionne, mais si jamais ça plante, pour parler vulgairement, ben moi, mon chantier, il est suspendu parce que vous, qui deviez intervenir, ben vous n'avez pas cette information, moi, je ne sais pas où on en est. Et les assureurs, aujourd'hui, n'assurent pas ce risque ou ne l'assurent pas bien. Et donc, si l'association Fidji, dans son effort avec les maîtres d'ouvrage ou les propriétaires des actifs immobiliers, pouvait travailler aussi avec les assureurs, ça m'arrangerait parce que c'est un vrai besoin qui commence à émerger et ce sera un besoin qui va être de plus en plus fort. Écoutez, on va en reparler, Florian, parce que pour ce qui concerne les assureurs, on a été effectivement contacté par certains assureurs avec qui on va travailler sur la GLI, c'est-à-dire la garantie des loyers impayés, parce que c'est un vrai sujet, évidemment. Oui. Mais en fait, c'est lié à ça. C'est lié à la garantie des loyers impayés qui, elle-même, du coup, est fonction du retard ou pas du chantier. D'accord ? Et le dit retard du chantier peut venir de problématiques vraiment informatiques. Alors, notamment lié à l'usage du BIM. Oui, alors concernant le BIM, qui est plutôt un outil, c'est un peu le travail qu'on a fait justement avec la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est plutôt un outil de conception-construction, c'est-à-dire vraiment sur le premier continent dont je parlais tout à l'heure. Et il s'avère qu'en fait, la Fédération des promoteurs immobiliers, qui est bien placée, parce qu'en fait, c'est eux qui passent le témoin en une seule journée, la journée de livraison, la responsabilité du promoteur passe entre les mains, en une journée, de l'investisseur propriétaire
voilà. Ouais, exactement. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une rupture numérique. C'est-à-dire qu'en fait, l'investisseur, il reçoit une maquette BIM dans laquelle, généralement, en moyenne, il y a, pour un immeuble de bureau moyen, on a 90 000 composants techniques qui peuvent supporter de 100 à 1000 informations différentes, donc ça fait beaucoup, mais qui est un outil de spatialisation. Ce n'est pas un outil de gestion comme les investisseurs et leurs prestataires property, facility managers et autres ont besoin. Et là, il y a une rupture numérique. Donc on a travaillé sur ce flux-là. Maintenant que vous nous parliez de l'aspect assurantiel de ce passage de témoins, écoutez, on en reparle. Sachez que pour ce qui concerne les assureurs, on a été contacté récemment pour travailler sur la GLI, qui est plutôt une problématique d'exploitation. C'est-à-dire du deuxième continent, hein, si on reprend le petit schéma que je faisais tout à l'heure. Mais écoutez, on est tout à fait ouvert pour élargir le périmètre en fait, d'utilisation du dictionnaire Fidji à l'ensemble des métiers, pas seulement des métiers professionnels de l'industrie immobilière, mais aussi de toutes les parties prenantes de l'écosystème, dont font partie les assureurs. Donc volontiers, on en reparle et on est tout à fait prêt à envisager de débroussailler, d'avancer sur ce sujet. Oui. Merci de nous l'avoir proposé. Je proposais surtout que vous le fassiez, que moi je bénéficie des fruits de votre travail. Mais oui, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est toujours pareil. En fait, nous, on est là au service du bien commun de l'industrie immobilière, mais on est là aussi pour rendre service aux professionnels de l'immobilier tels que vous. On n'est pas là pour inventer des choses qui ne sont pas utiles. Nous, on voyage léger, on travaille frugal, plutôt. Encore une fois, l'essentiel, c'est les sujets que vous avez abordés les uns et les autres au cours de cette table ronde ce matin. Alors, on va terminer, si vous voulez bien, avec un dernier tour de table. Et une question... je vais commencer avec vous, Noureddine. Quelles sont les pratiques de travail collaboratives et durables qui émergent aujourd'hui? Peut-être vous, Everteam, vous pouvez nous tresser un tableau plus général au-delà de l'industrie immobilière. Je poserai la même question ensuite à Julien. Et puis, je poserai la question ensuite à Florian. Ça, vous avez le temps de réfléchir à la réponse, de comment vous voyez la prochaine étape de l'évolution de votre gestion documentaire et avec une petite précision que je vous donnerai tout à l'heure. Ce qu'on constate, nous, la pratique collaborative dans une entreprise, en réalité, si on oublie les outils informatiques, ça a toujours existé. Plus ou moins efficacement, quand même. Exactement, c'est le sujet de l'efficacité et des outils qui se posent. Mais les pratiques sont toujours en constante évolution. Dans le secteur de l'immobilier, mais de manière globale, j'en ai parlé un petit peu en introduction, il s'est passé un certain nombre d'événements qui ont fait que les entreprises ont pris des chemins de traverse, des raccourcis pour aller droit au but. Une accélération. Et en fait, nous, on constate surtout deux demandes fortes. C'est temps d'implémentation court et que l'outil collaboratif soit au plus proche des métiers. C'est-à-dire que celui qui fait de la relation client n'ait pas à quitter son outil de relation client pour collaborer avec ses collègues. Que celui qui gère du contentieux, pareil. Que celui qui travaille au niveau commercial, pareil. Et donc on est dans un dispositif où c'est difficile de faire décrocher les utilisateurs pour aller vers l'écran du système de GED. Il faut que la GED s'inscrive dans les différents outils métiers. Donc ça pose la problématique de l'intégration finalement, de la capacité de l'outil à pouvoir s'interfacer dans les différents contextes d'usage de nos clients. Et en même temps, cette nécessité d'avoir des déploiements qui sont extrêmement courts. Donc des services informatiques qui ont tendance à perdre du pouvoir. On constate un transfert des budgets de plus en plus des services informatiques vers les directions métiers, qui sont maintenant capables dans certaines situations d'acheter elles-mêmes des outils de GED qui auparavant étaient plutôt acquis par des services informatiques. Donc on se retrouve dans des situations où il faut considérablement vulgariser nos propos, avoir une approche de vente du produit qui n'est absolument pas technologique, et donc la nécessité de travailler avec des acteurs qui nous aident finalement à gérer la distance qu'il peut y avoir entre de la technologie et un besoin métier. En fait, on fournit la réponse au problème, mais on le dit avec des mots totalement différents. Et donc, à chaque fois qu'on attaque des marchés différents, nous, on est éditeur de logiciels, spécialistes de ce domaine, mais on vend notre produit à des dizaines de secteurs de métiers différents. On ne peut pas être spécialiste de tout. Et donc, dans ce nouveau contexte, où les entreprises ont l'urgence de la digitalisation,
Il faut qu'on réussisse à trouver des bons partenariats et à proposer des solutions clés en main et verticales pour répondre à ces besoins. Alors, même question pour vous, Julien. Je pense qu'il y a une tendance très forte à appréhender les outils informatiques sous l'angle de la performance opérationnelle. Noureddine vient d'en parler. Aujourd'hui, le temps du stockage simple et sécurisé en fait, est quasiment derrière nous. Aujourd'hui, on veut du stockage intelligent, de l'accès facile et rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans l'opérationnel et on doit être performant. Je pense que c'est accéléré aussi par je dirais la crise sanitaire qui fait qu'on est très nombreux à travailler en télétravail et que du coup, les grands plateaux qui permettaient un peu de compenser, je dirais, la structuration du document ou l'accès à l'information par de la proximité physique, on ne l'a plus aujourd'hui. Donc il faut que les outils viennent suppléer ça. On a eu une vraie accélération, effectivement, des outils de collaboration, je dirais, classiques, type chat ou type mail, en fait, qui se sont évidemment beaucoup développés. Mais à la fin, comment je m'assure qu'on travaille sur le même document, qu'on a la même information? Je reprendrai l'exemple, en fait, effectivement, d'un rapport au client. Comment m'assurer que d'une journée à l'autre, en fait, le même opérateur qui va parler à un même client va être cohérent, va reprendre, en fait, les informations qui ont déjà été dites et qu'on travaille sur le même document, le même contrat. C'est clé. Là où avant, en fait, il aurait peut-être pu lever la main. Non, maintenant, ça peut potentiellement ne plus être possible. Et donc, je crois que c'est une tendance qui va encore plus s'accélérer dans les prochains temps parce que l'exigence d'intégration est beaucoup plus forte. Vous parliez de l'iPhone, mais je pense que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, une application, elle est complètement intégrée dans son device. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, demain, en fait, effectivement, des solutions, je dirais, sur étagère doivent s'intégrer de plus en plus dans des solutions proprement métiers au fil du temps pour dégager le maximum de performance et de valeur dans un temps court. Les challenges sont nombreux, hein, mais en même temps, c'est vraiment très enrichissant pour nous en fait, de pouvoir s'inscrire dans une valorisation forte en fait, de l'outil informatique au service de nos clients. Alors, Florian, je vous propose de clore cette table ronde. Comment vous voyez l'avenir de votre sanctuaire? Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que vous nous avez dit que vous étiez satisfait, donc ça c'est une bonne chose, c'est validé comme je disais tout à l'heure, mais quel est le devenir de votre sanctuaire maintenant? Alors, nous, paradoxalement, c'est que la plus belle fin possible pour le sanctuaire, c'est qu'il meurt. Puisque la vocation de ce sanctuaire, c'est d'avoir un recensement exhaustif de toute la documentation d'un actif immobilier, que ça soit ordonné, encore une fois, du fait de la volumétrie documentaire, que ça soit sécurisé dans le temps, en termes informatiques, non seulement de serveurs, mais même d'accès, donc on a une sécurisation par adresse IP, etc. Et on a besoin ensuite de pouvoir extraire l'ensemble de cette documentation, en conservant un minimum ce plan de classement, pour pouvoir ensuite l'injecter dans une data room, puisqu'après, on va ouvrir ce sanctuaire, enfin les documents contenus dans le sanctuaire, on les placera dans une data room notariale pour pouvoir ouvrir ensuite le process de vente à d'autres acteurs, donc notarial d'ailleurs ou chez un banquier d'affaires. C'est au moment où l'actif quitte votre portefeuille? Au moment où on envisage effectivement qu'il quitte notre portefeuille, ou aussi, ça peut être quand on cherche une prise à bail, quand on cherche quelqu'un pour prendre location, la personne qui vient de louer, on n'est pas comme sur un appartement d'un particulier, on ne va pas juste regarder l'état de la peinture et des fenêtres, on va regarder toute une série d'informations pour la maintenance du bâtiment, etc. Et donc on a là aussi une étape avec beaucoup d'informations documentaires à ouvrir. Donc la plus belle fin pour le sanctuaire, chez nous, c'est que les documents soient conservés de manière intègre et qu'on puisse les injecter, entre guillemets, les extraire pour pouvoir les injecter aisément dans une data room notariale. Mais la vocation du fonds, c'est s'il y a des actifs, des immeubles qui sortent de votre portefeuille, c'est que d'autres rentrent ou que vous en construisiez de nouveaux? Oui, alors, à la différence près qu'un fonds d'investissement n'est pas conçu pour être pérenne dans le temps, il a une durée de vie limitée. Et donc au terme de cette durée de vie, on fera d'autres choses, ou même avant. En réalité, on travaille déjà à d'autres idées de fonds d'investissement, mais ce fonds-là, on engage les investisseurs qui ont injecté 12 investisseurs qui ont mis 750 millions de fonds propres. On les engage sur une durée de 9 ans. Et au terme des 9 ans, on leur restitue cet argent, si tout se passe bien, avec une certaine bonification. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous toutes et tous d'y avoir assisté et à très vite, à très bientôt pour de nouveaux événements avec l'Association professionnelle immobilière Fidji. Merci et à bientôt.